Bienvenue dans cette info le débat. Ce soir, nous nous intéressons à une question qui touche directement le quotidien de millions d'Ivoiriens. Il s'agit des loyers et la possibilité de les plafonner. Depuis 2018, une loi encadre partiellement le secteur en limitant la prudence à 2 mois de loyer. Mais au-delà de cette disposition, le marché local reste très libre. Les loyers sont fixés à la négociation entre propriétaires et locataires. Quant aux augmentations, elles sont autorisées mais doivent respecter une procédure, une notification écrite envoyée aux locataires 3 mois avant, précisant le nouveau montant et la date d'effet. Alors dans ce contexte, comment protéger les locataires sans freiner les propriétaires? Faut-il aller plus loin et envisager un réel plafonnement des loyers en Côte d'Ivoire? Et quelles solutions pour un marché plus équilibré et plus transparent? Pour débattre ce soir dans cette info le débat, 3 invités au point de vue complémentaire. Dibi Kokora est directeur du logement. Il représente le ministère en charge de la construction, du logement et de l'urbanisme. Merci, monsieur le directeur, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Juste en face de vous, il y a René Kessé. Vous êtes promoteur de Minicité et investisseur immobilier. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Merci. Ivaka, vous êtes président de la Fédération nationale des associations des consommateurs de Côte d'Ivoire, en abrégé la FACSI. Merci d'être là également. Merci à vous. Alors, ma première question va s'adresser à monsieur le directeur du logement. Est-ce que vous êtes informé que dans certains quartiers populaires comme Adjamé, Abobo, aujourd'hui même Angré, des studios se louent aujourd'hui à partir de 80 000 ou 100 000 francs CFA? Est-ce que vous avez des chiffres officiels sur ces hausses-là? Alors, je voudrais d'abord, en tout cas, vous remercier pour l'invitation à ce débat. Une invitation très appréciée, d'ailleurs, parce que, vous savez, notre présence sur ces plateaux, au-delà de l'éclairage technique que nous espérons apporter, permet également aussi de toucher du doigt le quotidien de nos populations, le quotidien que nous vivons avec ces populations-là. Alors, vous me demandez si nous sommes informés, justement, de ces questions de loyer dans certains quartiers d'Abidjan. Je vous dirais que oui. Puisque nous avons des remontées d'informations qui nous permettent justement d'apprécier à certains endroits les niveaux de loyer qui sont pratiqués. Mais votre question, il me semble, va un peu au-delà de celle-là, dans la mesure où je perçois dans votre question la problématique donc, du niveau qu'on peut considérer globalement parfois élevé du loyer dans certaines zones d'Abidjan. Je pense que cette situation, il faut bien comprendre le contexte qui amène à cette situation. Il y a quelques facteurs qui peuvent expliquer justement la situation générale du loyer en Côte d'Ivoire. Donc le premier facteur, qui est, je pense, un facteur extrêmement important, c'est le facteur démographique et urbain. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, nous sommes à 52% de taux d'urbanisation. Donc, ça veut dire que vous prenez un Ivoirien sur 2 vit aujourd'hui en ville. Vous ajoutez à cela le cas particulier d'Abidjan. Vous avez quasiment près de 40% de la population urbaine qui vit à Abidjan. Comparativement à des villes comme Bouaké, vous êtes à moins de 5%. Vous comprenez qu'Abidjan concentre en tout cas une grande partie de la population qui vit en ville aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc cette situation crée sur cette zone d'Abidjan une pression immobilière. Donc il y a le deuxième facteur justement qui explique cette montée des prix, cette pression immobilière qui simplement est due au déséquilibre entre d'une part la demande qui est très forte et puis d'autre part l'offre qui ne suit pas toujours. Voilà. Donc en mettant ensemble tous ces facteurs, vous comprenez un peu la surchauffe aujourd'hui qui persiste dans la ville d'Abidjan notamment. Et vous ajoutez à ça aussi toutes les questions du déficit que nous connaissons aujourd'hui de logement. Vous savez que ce déficit-là n'est pas né de la dernière pluie. Il s'agit vraiment d'une histoire longue de la politique de l'habitat de notre pays. Je ne vais pas faire d'historique ici, mais quand vous partez du désengagement de l'État dans les années 81 jusqu'à 94, vous n'aviez plus, depuis 1994, d'investissement public dans ce secteur-là. D'accord. Les spécialistes vont vous le dire. 1 an d'inaction en matière de politique publique, d'urbanisme ou de logement, il vous faut 3 à 4 ans pour rattraper le coup parti. Donc imaginez ce que cela prend comme temps pour rattraper 10 ans, voire plus d'inaction dans ce secteur-là. Donc, nous partons vraiment d'une situation très difficile dans laquelle nous sortons progressivement aujourd'hui grâce à l'action forte de l'État dans ce secteur. Et il est naturel aujourd'hui que les Ivoiriens ne perçoivent pas qu'il y a un déficit de perception, puisque le
gouffre dans lequel nous étions était effectivement un gouffre important. Mais je crois qu'avec l'action de l'État aujourd'hui, progressivement, les Ivoiriens verront justement les effets des politiques qui sont menées aujourd'hui. On aura l'occasion dans cette émission de revenir justement sur les actions menées par le gouvernement et votre département. Dans la même dynamique que la question posée à M. Kokora, comment est-ce que vous expliquez, vous, M. René Kessé, qu'un simple 2 pièces coûte aujourd'hui à Abidjan le salaire d'un Ivoirien lambda? Bon, le salaire d'un lambda, on peut le situer à peu près à combien? Les gens sont payés soit à 100 000 ou à 150 000 francs CFA pour une maison décente à Abidjan. On est capable d'avoir le même coût pour le loyer. Vous avez sorti un mot, une maison décente. Or, pour avoir une maison décente, ça demande un coût. Il y a un coût. Aujourd'hui, nous sommes tous unanimes que les entrants pour la construction d'un logement ont augmenté. D'accord. Si on prend les années 2010 jusqu'en 2017, 2020, c'est pratiquement passé du simple au double. Si on prend la tonne de ciment, entre 2010, 2017 et 2025, c'est du simple au double. Donc du coup, une maison qui coûtait, en termes de coût de construction en 2010, une 2 pièces par exemple, comme vous le dites, à 4-5 millions en 2010, mais en 2025, le coût de cette même maison, si on prend les entrants, les mêmes quantités, on va plus se retrouver à 10 000, à 5 millions, on va se retrouver peut-être à 12-13 millions. D'accord. Donc le propriétaire qui a mis 13 millions dans un loyer, dans la construction de sa maison, vous êtes d'accord avec moi que pour rentabiliser, il va chercher à fixer le loyer au maximum, en tenant compte bien sûr du prix moyen de sa zone. Voilà. Monsieur le directeur l'a souligné tout à l'heure, il y a aussi la pression locative entre l'offre et la demande. Donc du coup, les propriétaires, je veux dire, si tu mets une maison à 100 000 francs, le loyer, tu as 20 offres, tu vas monter à 110, 120, 5 offres, 130. Donc le plus offrant bénéficiera de la maison. Merci. Alors, les salaires n'augmentent pas tous les jours. Que disent justement les consommateurs quand ils voient ces propositions de loyer-là s'envoler ainsi? Mais les consommateurs subissent tout simplement les augmentations de prix de façon générale. Les consommateurs sont les premières victimes. Lorsque M. Kessé dit que c'est vrai, les prix des intrants s'envolent, mais je crois aussi que le fait qu'il n'y a pas assez d'offres, parce que les prix peuvent baisser s'il y a assez d'offres, en tenant compte des prix du moment, c'est-à-dire les prix des matières premières, les matériaux de construction. Mais c'est le fait qu'au niveau des opérateurs immobiliers, il y a aussi des surenchères. Les gens savent que à Abidjan, comme monsieur le directeur l'a dit, tout est concentré à Abidjan et qu'il suffit de faire sortir une maison pour qu'il y ait plusieurs locataires qui viennent souffrir sur cette seule maison-là. Donc, les gens font de la surenchère. Ils profitent du fait qu'il y a plus de demandes que d'offres pour pouvoir faire de la surenchère et augmenter les prix tout azimut. Sinon, pour moi, les matériaux de construction, on peut canaliser cela, étant donné que souvent il y a des discussions entre les opérateurs, les constructeurs, je veux dire, et l'État de Côte d'Ivoire. On peut s'asseoir et puis trouver un arrangement, parce qu'au final, il faut rendre service aux populations. Il ne faut pas les étouffer. C'est ça l'objectif final. C'est vrai, on court derrière les gains, vous n'êtes pas des philanthropes, mais il faut tenir compte vraiment des cris de cœur des consommateurs. Alors finalement, est-ce que les consommateurs réclament aujourd'hui un plafonnement strict ou surtout un prix juste justement dans ce secteur immobilier? Bon, vous savez, nous sommes dans ce domaine de la consommation depuis longtemps. Nous savons qu'en Côte d'Ivoire, depuis le 27 décembre 1991, les prix des biens et services sont déterminés par le libre jeu de la concurrence. C'est-à-dire les prix sont libres. Mais la même loi qui a été modifiée par l'ordonnance 2013-662 du 20 septembre 2013 dit que c'est vrai, l'État peut pratiquer la liberté de prix, mais le même État a la possibilité de bloquer, de plafonner les prix. Et pour plafonner les prix, il faut que nos ministères techniques s'accordent avec le ministère du Commerce qui est en charge des questions de prix pour s'asseoir
et puis regarder le prix, les loyers les plus élevés et les prix des loyers les moins élevés, et en fonction de ça, faire une sorte de symbiose, de synthèse, et puis trouver la juste mesure au profit des populations. Et l'État lui-même gagne en le faisant. Parce que quand les prix s'enflent, nous sommes tous des consommateurs, que ce soit les autorités, ils le disent, chaque fois que nous les présidents on arrive, on pose les problèmes, nous tous nous sommes des consommateurs. Nos parents sont aussi des consommateurs. Donc si on s'assoit et que les immobiliers, et les opérateurs économiques, l'État de Côte d'Ivoire et nous, organisation de consommateurs, on s'assoit, on fait ces échanges-là autour de cette question cruciale. Je crois qu'on peut trouver la solution. Ailleurs, nous le faisons. Nous avons des cas d'échange. Et nous asseyons. Quand vous dites ailleurs, de quoi je veux parler par exemple au niveau de la direction générale du commerce intérieur. Est-ce que les prix des denrées alimentaires et autres, l'huile et autres, quand ça augmente, nous, on alerte le directeur général du commerce intérieur. Et quand nous posons le problème sur la table de discussion, nous asseyons et le plus souvent vous voyez des plafonnements de prix des denrées de première nécessité. Ce sont nos plaintes. Mais s'il n'y a pas de cadre, il serait difficile de discuter. Et je crois qu'en la matière, bon, si je ne me trompe pas, jusque-là, moi je suis président de cette fédération depuis 2020, je n'ai jamais eu de rencontre à cet effet avec le ministère. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez, justement, ce manque de rencontres avec les fédérations ou les associations de consommateurs en Côte d'Ivoire? Non, écoutez, je note la demande qui est formulée, puisque de toute façon, vous savez, nous sommes un ministère ouvert. Nous avons des discussions récurrentes avec plusieurs organisations, que ce soit aussi bien des promoteurs que des consommateurs. Donc nous serons effectivement heureux d'échanger avec nos frères de cette association de consommateurs. Ce que je veux dire simplement, c'est que tout à l'heure, je pense dans le tour de table qui a été fait, tous les intervenants ont pointé du doigt le problème. Ce qui explique aujourd'hui la hausse généralisée des loyers, c'est le déficit de logement. Donc quand on connaît la cause d'une situation, il faut traiter la cause. Il ne faut pas chercher à avoir des mesures artificielles. Toute mesure artificielle a ses conséquences en termes d'effets pervers sur le marché. Donc, la cause étant bien identifiée, je pense que notre travail à tous ici autour de la table, et c'est ce que l'État fait aujourd'hui, c'est de travailler à faire en sorte qu'on ait beaucoup plus de logements. Pour prendre le même exemple tout à l'heure, il dit vous avez une seule maison et vous avez plusieurs quoi de 20 personnes qui autour. Il faut travailler à faire en sorte qu'il y ait 20 maisons et qu'il y ait peut-être 10 ou 5 personnes. À ce moment-là, on va inverser la tendance. Donc, je pense que ça, c'est le premier point qui est important. L'autre point qui est important également aussi à relever, tout à l'heure, il a pris des exemples qui sont parlants, l'exemple des denrées alimentaires, que ce soit l'huile, etc. En fait, c'est des produits complètement différents. Et puis des situations aussi, des contextes différents. Le contexte de l'huile ou des denrées alimentaires n'est pas le même que celui du logement aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous avez, par exemple, les denrées alimentaires, on n'est pas en déficit criard aujourd'hui, que ce soit en huile ou en farine, etc. Donc, quand vous avez un secteur où l'offre est quasiment à niveau avec la demande, ou bien que l'offre est quasiment supérieure à la demande, vous pouvez vous permettre, dans un tel contexte, de plafonner le loyer pour réguler les prix. Mais dans le contexte du logement, où aujourd'hui on a un déficit important, comme on vient de le reconnaître ici, il faut plutôt encourager l'investissement. Il faut plutôt encourager la production massive de logements. Et on n'encourage pas en encadrant ou en plafonnant les loyers. Si vous plafonnez les loyers, le signal que vous envoyez aux investisseurs, c'est attention, vous ne ferez plus de rendement dans ce secteur. Et la conséquence, c'est un désengagement des bailleurs sociaux, un désengagement des promoteurs au profit d'autres secteurs. Et on a pu le voir dans des exemples autour de nous, je ne citerai pas de pays, qui ont essayé et qui, malheureusement, se sont heurtés à des échecs. Parce que non seulement ça contraint l'offre qui est déjà faible, mais aussi ça n'encourage pas, notamment le secteur privé, à venir dans ce secteur-là qui, au contraire, a besoin d'investissements massifs. Donc, il y a quelques paramètres qu'il faut prendre en compte. Et vous savez, notre position en tant que ministère de la Construction,
une position un peu d'équilibre. Nous sommes obligés à la fois de regarder du côté des populations auprès desquelles nous sommes, parce que nous avons le devoir de les protéger, de faire en sorte que ces populations-là puissent vivre dans des conditions décentes, mais nous sommes aussi obligés de regarder les enjeux économiques derrière un secteur comme celui du logement, pour que nos actions, nos décisions ne fragilisent pas davantage ce secteur et ne se traduisent pas à un effet contre-productif. Alors, en parlant d'enjeux économiques, M. René Kessé parlait tout à l'heure de l'augmentation des prix des entrants. Qu'est-ce que vous avez à dire à propos ? Non, en fait, c'est un avis, effectivement, oui, qui peut s'entendre du point de vue donc, des constructeurs. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'État a fait beaucoup d'efforts, surtout en matière de plafonnement des prix des matériaux de construction. Peut-être certains ne le savent pas, mais des prix comme les matériaux tels que le ciment sont suivis par le ministère du Commerce, donc en lien avec le ministère chargé de la construction, pour être sûr que ces plafonds, certains plafonds ne sont pas dépassés par donc, les producteurs. Et vous savez, ces secteurs-là aujourd'hui, nous avons l'avantage, en tout cas sur certains matériaux, d'être en surcapacité de production. Vous prenez un secteur comme le ciment, un secteur comme le fer à béton, etc. Nous sommes aujourd'hui en surcapacité de production. Donc ce n'est pas des secteurs aujourd'hui où, j'ai envie de dire, la faiblesse donc, de la demande fait que les opérateurs sont obligés d'augmenter les coûts. Au contraire, les opérateurs sont demandeurs de projets du type de ce que nous menons aujourd'hui en place pour que la demande puisse repartir de plus belle. Et certainement que s'il y a une dynamique forte en matière de production, cela va se faire sentir en matière de volume demandé et donc de baisse donc des prix de matériaux de construction. Mais pour nous, les matériaux de construction aujourd'hui, contrairement à ce que d'autres pays peuvent ressentir, on pense que nous sommes aujourd'hui à des niveaux qui sont quand même acceptables compte tenu donc, de la surcapacité de production et puis des efforts qui sont faits par le gouvernement. Le déficit de logements en Côte d'Ivoire est criard. Aujourd'hui, le gouvernement parle de logements sociaux. Pourquoi est-ce que ces logements sociaux-là, selon vous, sont considérés comme trop chers, M. René Kessé ? Trop cher, je ne dirais pas, puisque comme le nom l'indique, les logements sociaux. On est dans un pays où le SMIC est fixé à 75 000 francs CFA. Oui, mais aujourd'hui on a les logements sociaux où tu as des loyers, des maisons qui sont libérées au prix de vente 12 millions, 515 millions. Je pense que le prix il est bon. Mais l'un des éléments sur lesquels nous avons peut-être oublié, c'est le foncier. Parce que ce soit les 2 pièces, les studios, tout repose sur la terre. Le foncier en Côte d'Ivoire coûte cher, surtout à Abidjan. Une 2 pièces, coût de construction d'une 2 pièces foncier plus construction n'a pas le même coût qu'une 2 pièces, je vais dire à Boaké ou bien à Korogo ou bien à Bengourou. Donc il y a le foncier qu'il faut voir aussi. Aujourd'hui, le ministère de la Construction, vraiment honnêtement, a fait beaucoup de nettoyage depuis l'avènement de l'ACD, depuis 2013. On a du nettoyage, on a de la visibilité, mais par rapport à l'offre et la demande, on a toujours le coût du foncier qui revient toujours cher. Quand on prend par exemple une construction plus foncier, le foncier seul tourne autour de 40-50% des fois. Donc là aussi, il faut voir. Aujourd'hui, les logements sociaux ont l'avantage d'avoir, leur foncier apuré en termes de droit par le ministère de la Construction, par l'État de Côte d'Ivoire, pour faire simple. Donc du coup, il y a ce volet, ce boulet-là qui est extrait du coût de la construction. Donc normalement, les logements sociaux doivent être moins chers. Et moi, personnellement, je constate que les logements sociaux sont moins chers. Est-ce qu'aujourd'hui, les consommateurs font également ce même constat? Est-ce que les logements sociaux coûtent moins cher? La question c'est, est-ce qu'il existe des logements sociaux? Monsieur Koko aura l'occasion de répondre à cette question. Les logements sociaux, c'est à quel coût? Parce que pour nous, consommateurs, aujourd'hui, quand on regarde sur le marché, il est difficile de nous montrer des quartiers où il y a des logements sociaux. Parce que pour moi, c'est vrai, tout à l'heure, vous avez abordé la question du foncier. Mais comment on calcule les impôts sur le foncier? Comment le calcul se fait? Je crois que on parlait de valeur vénale, monsieur le directeur. Oui, si jusqu'en 2024. Jusqu'à ce que, désormais, on nous parle sur la base de la valeur marchande. C'est ça. Oui. Si on avait fixé des valeurs vénales, c'est-à-dire que chaque quartier, cette valeur-là diffère d'un quartier à un autre. C'est-à-dire que les quartiers les plus huppés ont la valeur la plus élevée. Parce que là-bas,
quand on tient compte du pouvoir d'achat, n'est-ce pas? Et donc, sur cette base-là, je crois qu'on avait tranché pour dire que si à Abobo, la valeur est faible, ça veut dire qu'on devait calculer aussi le loyer en fonction de cette valeur-là. Si on veut faire le plafonnement, on doit tenir compte de cette valeur. Oui. Mais on tient compte de cette valeur pour pouvoir calculer les impôts fonciers, ça renfloue les caisses de l'État, mais les populations elles-mêmes, il faut tenir compte de cela. Parce que si on met, par exemple, à Bobo 10 000 francs comme valeur, Coco dit 50 000 francs comme valeur de départ, et qu'on fait les calculs, ça va permettre de fixer le prix, plafonner le prix au niveau de chaque quartier. Mais aujourd'hui, on nous dit que c'est sur la base de la valeur marchande, alors que cette valeur marchande-là aussi, les spéculateurs font que, aujourd'hui, quand tu arrives à Yopougon, tu verras que c'est pratiquement le même loyer que tu vas payer dans certains quartiers de Yopougon. Tu payes à Cocody. Alors que nous sommes dans un quartier dit populaire. Donc vraiment, voici le véritable problème. C'est qu'il faut qu'on s'asseye pour essayer de voir ces choses-là. Mais le problème du foncier, la rareté. Et tout à l'heure, quand monsieur le directeur disait, par exemple, qu'il faut jouer sur l'offre. Mais quand on regarde Abidjan, nous, on a l'impression qu'il n'y a plus de foncier. Abidjan, s'il n'y a plus de terre, et ça veut dire qu'il n'y a plus abondance de terre, et donc comment on va trouver la solution sur l'offre? Il va falloir déplacer, en tout cas créer d'autres sous-quartiers d'Abidjan en allant sur l'autoroute du Nord, emprunter, peut-être qu'on va se retrouver à Beaunois. Abidjan va être collé. Bon, vraiment, il faut développer ces pistes-là. Sinon, on est tellement bloqué. Alors, on aura l'occasion de laisser la parole à M. Dibi Kokora, qui est donc directeur du logement. Mais je vous propose de suivre cet élément réalisé par Déborah Bono. Le loyer en Côte d'Ivoire est très élevé. Le prix des loyers est presque inaccessible. Voilà, pour tout citoyen aujourd'hui, le véritable problème que chacun rencontre, c'est ça. C'est que c'est vraiment un phénomène qui touche toutes les classes sociales. C'est l'État d'abord même qui doit essayer de plafonner le prix des loyers selon les zones. Voilà, en fonction de ça, la rigueur, afin que ces prix-là soient respectés. Voilà, parce que je serais mal placé de dire qu'il faut donner tel prix de loyer en prenant, alors qu'il y a beaucoup de contours. Voilà, donc c'est l'État qui est bien placé pour dire à telle zone ou bien telle localité, voici les prix après les études qu'on préconise. Et puis maintenant, la population et puis les locataires vont se plier à cette, comment on appelle, à cette loi ou bien à cette décision-là. Je pense que comme ça va un peu alléger le coût de la vie. Bon, je pense que les loyers en Côte d'Ivoire sont vraiment exacerbants au niveau des différentes zones. Surtout à Cocody, où on peine même à trouver un studio de moins de 100 000. Et vraiment pour nous, élèves ingénieurs, prêts à finir la formation, c'est vraiment très caduc pour nous de terminer une formation et pouvoir avoir des moyens nécessaires pour se faire un logement de 100 000. C'est vraiment difficile. Donc je trouve que les logements en Côte d'Ivoire, vraiment c'est vraiment du luxe, mais les moyens ne sont pas suffisants pour pouvoir acquérir un logement. Ce que je pourrais proposer, c'est le fait qu'il y ait... faudrait qu'on puisse mettre en place un phénomène qui pourra, un peu comme les Français, où notre revenu doit être en fonction du logement qu'on peut avoir. Dans la mesure où il nous est permis d'avoir un logement en fonction de ce qu'on gagne. Donc le logement doit être fait par rapport à la situation financière, par rapport aux moyens financiers des habitants. Le prix même du loyer, ils doivent revoir ça. Déjà le prix du loyer, puis le nombre de mois d'avancée de caution. Là. Un studio comme ça, à Cocody, tu ne peux pas avoir un studio, même si c'est, il n'y a même pas chambre, même si c'est petit studio même là, 70 000 tu ne peux pas avoir. Tu vois, donc là, peut-être s'ils ont diminué un peu, voire 50 000 comme ça, les studios, peut-être une somme salon ça peut monter. Dans l'intérieur comme ça, c'est plus facile d'avoir ça. Ici c'est impossible. Donc il dirait 50 000 studios à Abidjan, c'est bien.
Si vous venez de nous prendre en marche, mesdames et messieurs, vous suivez cette info, le débat. La thématique autour de laquelle nous tenons cette émission est bien le plafonnement des loyers en Côte d'Ivoire. Dibi Kokora, directeur du logement, représente le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Il est sur ce plateau. En face de lui, il y a René Kessé, promoteur de Minicité et investisseur immobilier. Et juste à côté, à ma gauche, il y a Ivaka, président de la Fédération nationale des consommateurs de Côte d'Ivoire. Alors, on vient d'écouter cet élément, monsieur le directeur du logement. L'État doit plafonner les loyers selon les zones. Il est difficile d'avoir un logement ou un studio ou moins de 50 000 francs CFA à Cocody ou dans d'autres zones à Abidjan. Qu'est-ce qui explique cela et que fait le ministère, que fait le gouvernement justement? Alors, ce qui explique cela, je pense qu'on a dans la première partie de l'émission un peu débattu de ce sujet, c'est le déficit de logement qui donc s'ajuste donc à travers le prix du loyer. Donc naturellement, puisque l'offre est très faible et que la demande est forte, donc les loyers vont crescendo. Ce que je voulais dire, et je pense qu'il est important que nos téléspectateurs puissent le comprendre, l'idée du plafonnement des loyers, je le concède, est une idée qui est séduisante sur le papier. Mais elle est séduisante parce qu'elle est populiste, toutes les populations seront d'accord avec vous, etc. Par contre, je pense qu'elle emporte avec elle quand même des contraintes techniques qu'il faut regarder, qu'il faut apprécier. J'ai parlé tout à l'heure de la question notamment du contexte, qui fait qu'aujourd'hui on n'est pas dans un contexte favorable pour plafonner les loyers. On est plutôt dans un contexte où il faut encourager l'investissement privé dans le secteur. Aujourd'hui, c'est un leurre de penser à un certain plafonnement du loyer. Non, ce n'est pas un leurre. Je suis en train d'énumérer les contraintes techniques qu'il faut considérer avant de s'engager. Vous savez, dans un tel exercice, il faut être sûr que les décisions que vous prenez, que les mesures que vous prenez n'aient pas d'effet contre-productif. Et ce que je suis en train d'énumérer, ce sont les contraintes. Donc la première contrainte, comme je dis, c'est le contexte, qui n'est pas favorable aujourd'hui à un encadrement des loyers, puisque l'encadrement peut donner comme signal un désintérêt justement pour le secteur privé qui investit dans ce secteur-là. Parce que quand quelqu'un a un terrain qui construit des maisons pour vendre, c'est bien parce qu'il recherche quelque part à tirer des revenus. Donc si vous mettez en place des conditions qui n'encouragent pas les investisseurs à venir dans ce secteur, il va se passer ce qui s'est passé en France. Qu'est-ce qui s'est passé en France quand vous avez eu la loi Allure sur le plafonnement des loyers dans l'île de Paris? Bon, déjà, l'effet du renchérissement des loyers s'est éparpillé vers les zones périphériques, donc vers les banlieues. Vous avez eu un désintéressement massif des bailleurs sociaux dans le financement du locatif au profit de locations saisonnières ou ce qu'on appelle les Airbnb ou maisons meublées, parce que c'était beaucoup plus rentable d'aller vers une maison meublée que de mettre son bien en location simple. Donc vous voyez, il y a des effets qui finalement en fait peuvent être nuisibles pour l'Ivoirien ou l'usager lambda que ces mesures-là sont censées pouvoir aider. Donc c'est la raison pour laquelle je dis attention, il faut regarder les conditions, surtout que des exemples autour de nous montrent les échecs qu'il y a pu avoir en la matière. Et je pense que c'est être aussi intelligent que de pouvoir s'inspirer des modèles qui ont marché, qui n'ont pas marché aux côtés de nous, pour justement dresser notre feuille de route. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est important de le dire aux populations, ce que nous faisons et ce que nous croyons être la solution durable à cette situation, c'est d'accroître drastiquement la production de logements en Côte d'Ivoire. Nous avons commencé à le faire, je l'ai rappelé tout à l'heure, en 10 ans, nous avons quasiment pu atteindre les niveaux de production que nous étions en mesure d'atteindre dans les années 94, au moment où on stoppait la production de logements. Et pour M. Aka, le constat n'est pas très flagrant. Non, je vais y arriver. Donc, en 10 ans, on a pu rattraper déjà le gap. Aujourd'hui, nous sommes à des niveaux de production d'à peu près, en termes de production, dans le cadre du programme de logements sociaux, à peu près 7 000 à 8 000 logements par an. Là où nous étions dans les périodes les plus fastes de notre histoire de la politique de l'habitat, autour de 5 000 logements par an. Donc, nous avons déjà réussi ce pari-là. Les 5-10 prochaines années sont des années qui vont nous permettre cette fois-ci de passer à des échelles industrielles de production. Passer à 10 000, 15 000, 20 000, voire 40 000 logements par an. En ce moment-là, je pense que les populations vont commencer à ressentir les effets de cette politique-là. La deuxième chose que nous faisons également, qui est important à relever, c'est que nous diversifions les modalités d'accès au logement. Aujourd'hui, tout à l'heure on parlait de logements sociaux. Logement social aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est 12,5 millions avec 23 millions pour l'économique.
ce qu'il est demandé aux clients en face, c'est de payer cet argent. 80% de nos ménages n'ont pas cet argent à payer. Justement. Donc, il faut revenir vers des mécanismes de la location vente et de la location simple. Ce qui est aujourd'hui chose faite. Les premiers chantiers sont lancés. Et début 2000, sinon mi-2026, fin 2026, on aura les premiers bâtiments qui vont être disponibles. Et je pense qu'avec ces deux effets-là, la production massive de logements et la diversification de l'offre avec la location vente et la location simple, les Ivoiriens vont pouvoir ressentir plus fortement l'action de l'État dans ce domaine-là. Parce que pour nous, le loyer va s'équilibrer de lui-même lorsque l'État sera en mesure de mettre en abondance une offre de logement sur le marché. Si vous avez un immeuble construit par l'État avec des loyers de 50 000, comme tout à l'heure le téléspectateur le souhaitait, de 50 000 ou de 60 000 francs CFA, que va faire le privé qui est juste à côté, qui faisait son loyer à 200 000 ? Il va se réajuster. Parce qu'en face, il y aura une offre disponible pour la demande. Donc je pense que c'est la solution la plus durable. Et à côté de cela aussi, nous discutons avec les promoteurs, nous discutons avec les investisseurs pour justement avoir des mesures fiscales incitatives. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, vous le savez, concentre beaucoup d'efforts en matière d'exonération fiscale pour encourager les promoteurs à la production de logements. Donc c'est un secteur aujourd'hui pour lequel l'État consent à d'énormes sacrifices en matière d'exonération fiscale. À côté de cela, nous allons aussi ajouter, et c'est bon de l'annoncer aux populations, dès 2026, ce qu'on appelait le mécanisme de l'aide à la personne, l'aide à la pierre, qui va être une aide directe de l'État à tout Ivoirien qui construit son premier logement en Côte d'Ivoire. D'accord. Qui va aller de 15 jusqu'à 25% de réduction d'impôt sur le prix donc le coût de construction de la maison. Et toutes ces mesures-là vont contribuer donc à aider le privé, à aider les ménages à investir, à construire. Je pense que nous sommes dans une phase de notre politique où il faut encourager tout le monde à investir et à construire. Et il ne faut surtout pas, dans ces conditions-là, mettre des barrières à l'investissement. Et pour nous, l'encadrement des loyers peut être, je dis bien peut-être, s'il n'est pas vraiment regardé dans certaines conditions, peut être un frein à l'investissement. Et ce n'est pas ce dont nous avons besoin aujourd'hui dans le secteur du logement en Côte d'Ivoire. Alors, dans cette dynamique d'encadrement des loyers en Côte d'Ivoire, il y a un autre acteur qui intervient. Je vais donc parler des agences immobilières. Est-ce que finalement les promoteurs immobiliers visitent mais réellement les biens avant de les confier à ces agences-là? Oui, bien sûr. C'est un promoteur immobilier, je veux dire, qui se respecte, a un cahier de charge dans sa construction. Généralement, le promoteur immobilier, ce n'est pas lui qui est le constructeur. Je veux dire, 80 à 90% des promoteurs immobiliers ici en Côte d'Ivoire sous-louent la construction à un constructeur qui est agréé. Mais quand tu confies ta construction à quelqu'un qui est agréé, tu es en charge de le suivre, de le contrôler et à la fin de réceptionner l'ouvrage. Donc je pense que oui, les promoteurs vérifient ce qu'ils ont avant de le confier, pas, je dirais, aux agences immobilières agréées. Parce qu'en Côte d'Ivoire, à Abidjan surtout, on a les démarcheurs, les jeunes qui se débrouillent entre griffes, et puis il y a les agences immobilières agréées. Il faut faire la part des choses. Le démarcheur, lui, vient, tu lui dis non, j'ai mon loyer à Benjerville, dans un immeuble. Trouve-moi des clients. Trouve-moi des clients. Des fois, il ne prend même pas la peine d'aller visiter, ou bien à peine il va, il visite, il fait quelques photos, il balance. Bon, ça, ce sont les démarcheurs. Mais une agence immobilière qui est agréée, qui a pignon sur rue, qui se respecte, va aller faire visiter, faire des photos, faire des vidéos, faire des expertises. S'il y a des manquements, elle se Mais charge. finalement, est-ce que tout ce processus, est-ce que tout ce protocole ne vient pas favoriser l'augmentation des loyers dans notre pays? Non, parce qu'on veut, je veux dire, il ne suffit pas de construire pour offrir et puis construire pour construire. Tout au début, vous avez dit une habitation décente. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on a plein de maladies. Je veux dire, une maison qui est moisie, une maison qui est mal éclairée, une maison qui n'a pas été suivie par un architecte. Il y a tellement de choses. Dieu merci, depuis quelques mois, on n'entend plus d'immeubles qui s'est écroulé. Donc tout ça, c'est un travail qui est fait dans le fond. Aujourd'hui, moi, ma question, peut-être après on va revenir. On veut construire, comme monsieur le ministre l'a dit, on veut construire en masse. Monsieur le directeur du logement. Monsieur le directeur du logement l'a dit. On veut construire en masse pour qu'en face, la demande soit plus ou moins égale à l'offre. Mais il y a certains quartiers, moi je suis à Benjerville. À Benjerville, par exemple, on est limité à R+3. Je ne comprends pas ce blocage, je ne sais pas si c'est un blocage technique, on est limité à R+3. Même si tu as les moyens de faire du R+5, R+10, R+20, tu es limité.
Monsieur Koukoura aura l'occasion de revenir là-dessus, mais très rapidement. Ça a été corrigé. On va revenir là-dessus. À monsieur Ivaka, je veux revenir sur la question concernant les agences immobilières. Est-ce que vous pensez que leur existence contribue justement à l'augmentation des loyers en Côte d'Ivoire? Tout à l'heure, je crois que mon co-débatteur a précisé quelque chose. Il y a des démarcheurs, je dirais, qui n'ont pas l'agrément, qui ne méritent même pas d'être dans l'écosystème, dans le secteur, mais qui profitent. Nous savons que l'article 416 du Code de la construction de l'habitat dit par exemple que ce qu'on appelle les cautions sont à 2 mois, les avances sont aussi à 2 mois. Et on précise que lorsque tu dépasses 2 mois concernant les avances, il faut signifier cela aux impôts. Mais quand on vient vers nous les consommateurs, nous les demandeurs, ces agences en guillemets là prennent aussi 1 mois, je vous assure, de loyer. Donc le plus souvent on dit aux pauvres qui ont cherché sa maison, tu dois payer 5 mois de loyer pour avoir cette maison qui est disponible. Et le monsieur, il n'a pas le choix en fait. Quelqu'un, comme on le dit, il n'y a pas suffisamment d'offres. Donc si il a fait un effort, il est coincé, il a fait un effort à la rentrée, voici, il faut faire face à la rentrée scolaire, il faut trouver une maison pour sa famille, et puis on lui dit, il y a une maison dans tel quartier, il vient, il regarde, la maison est bien, confortable, et tout, fait son affaire, on met 1 mois dessus, il est obligé d'accepter. Et ces intermédiaires-là viennent vraiment créer cette surenchère. Vraiment, il faut qu'il y ait véritablement un contrôle pour les extirper de l'écosystème. Alors, voilà. Monsieur le directeur, des quartiers ou des zones, des localités comme Songon, comme Bingerville, malheureusement, voient leur loyer devenir des multiplicateurs. Est-ce que l'État peut véritablement agir? Vous répondrez à cette question avant de revenir sur celle qu'a posée monsieur René Kessé concernant Bingerville, où il disait qu'il est interdit de faire des R au-delà de R+3. Oui, déjà... L'action que l'État mène aujourd'hui, il faut le noter en matière de production de logement, elle est nationale. Elle est nationale. Déjà à Abidjan, les premiers projets que nous avons eus, effectivement, étaient beaucoup plus en périphérie. Donc Songon, Assemblée, Bassa, Bingerville, etc. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de nous recentrer un peu plus en centre, ce qu'on appelle en intramuros, donc dans des zones vraiment déjà urbanisées, donc au cœur des communes. Et c'est d'ailleurs le cas pour le programme d'urgence de 25 000 logements que nous avons initié. Les premiers chantiers, c'est Yopougon BAE, c'est Akoupe Jeudi, zone industrielle, donc c'est vraiment au cœur des communes. Et c'est ce qui va s'intensifier au cours des années à venir. L'autre chose à laquelle aussi il faut ajouter ce que nous faisons, c'est toute la question de la rénovation urbaine. La rénovation urbaine pour justement prendre en compte justement les besoins qui sont de plus en plus pressants. Toutes les zones aujourd'hui qui sont des noyaux anciens donc de la ville d'Abidjan, vous les connaissez, que ce soit Trècheville, Blocos, Anoumambou, etc., sont des zones qui doivent être densifiées. Justement pour répondre progressivement à cette demande-là. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais tout de suite répondre à mon frère juste en face, c'est qu'aujourd'hui l'État, avec les nouvelles règles d'urbanisme qui sont en train d'être révisées, ces plafonds ont été levés. Aujourd'hui ces plafonds-là n'existent plus parce que justement on a compris que, tout à l'heure le frère M. Aka, c'est la ville n'est pas extensible à l'infini. Donc à un moment donné, il faut pouvoir densifier pour justement répondre aux besoins les plus pressants des populations et surtout en les maintenant aux côtés de leurs lieux de travail. Si vous les éloignez encore plus, vous créez des situations encore plus graves pour ces personnes-là, puisque au-delà de l'habitation, il faut tenir compte de l'emploi, il faut tenir compte donc de toutes les questions connexes donc à l'habitat. Donc je pense que ces facteurs-là aujourd'hui sont totalement pris en main, sont pris en compte, et le déficit de perception, on le comprend, parce que comme je dis, on vient de loin, on vient de très loin d'ailleurs, et ce déficit de perception-là va progressivement se corriger avec, comme je dis, l'industrialisation de la production que nous sommes en train d'amorcer aujourd'hui, et puis surtout la diversification avec l'allocation-vente, l'allocation simple, pour toucher plus fortement
les ménages. Alors, mais avant d'y arriver, pour l'Ivoirien lambda qui souhaite habiter aujourd'hui Bingerville ou Songon ou Dabou, lorsqu'il arrive et qu'on lui dit son loyer coûte 200 000 francs CFA, au lieu de demander 2 mois de caution et 2 mois d'avance et qu'on lui en demande 6, qu'est-ce qu'il est censé faire? Non, déjà, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça se fait. Non, il faut nous saisir. Justement, comment on saisit le ministère quand on fait face à ce genre de Nous avons un service spécifiquement dédié aux plaintes et réclamations des usagers en matière immobilière. Donc, au 8e étage de la tour D, vous avez un service qui est entièrement dédié à ce volet. Effectivement, au début des années 2018, lorsque cette mesure a été mise en place, nous avions effectivement beaucoup de remontées d'informations, de non-respect donc de cette mesure de 2 mois de caution, 2 mois d'avance. Mais je peux vous le dire, depuis plus d'1 an aujourd'hui, on a quasiment à la marge une à 2 plaintes par mois concernant des sujets d'excès de mois. C'est peut-être parce que certains consommateurs n'ont pas l'information. Non, je peux vous le dire. L'information était partagée. Notre numéro vert, c'est le 1378. Ce numéro vert crépitait, je vous dis, aux premières heures de la mesure. Crépitait chaque jour pour dire, je suis en train de louer une maison, voici ce que le propriétaire me dit. Et on réglait ces problèmes, mais vraiment par centaines. Et comment est-ce qu'on règle ces problèmes? Quelles sanctions encourent Aujourd'hui, la sanction a même été durcie. Parce qu'au départ, les premiers textes, c'était que le taux perçu soit remboursé intégralement par le bailleur. Aujourd'hui, si un bailleur perçoit plus de 2 mois d'avance de caution, il sera obligé de payer 3 fois le taux perçu. D'accord. Voilà. Donc c'est pour dire que l'on a même durci justement les sanctions pour justement faire en sorte que les populations soient rassurées. Et puis bon, écoutez, la question des loyers, comme je dis, c'est la résultante de l'offre et de la demande. Et nous sommes convaincus qu'avec les efforts que l'État est en train de faire aujourd'hui, avec les efforts importants qui sont mis dans la production de logements sociaux, de logements économiques, mais je ne néglige pas aussi, et je pense qu'il est important de le dire, la production privée. D'accord. Parce qu'au-delà de ce que l'État fait dans le cadre de logements sociaux, l'État a aussi mis en place un cadre aujourd'hui technique, financier, qui encourage l'investissement privé. Aujourd'hui, vous avez un investissement privé qui a complètement explosé. Nous sommes en moins de 5 ans à peu près 80 000 logements de projets agréés par le ministère. Donc pour dire qu'au-delà de ce que l'État fait, le secteur privé aussi répond parce qu'il y a un cadre incitatif, il y a des exonérations fiscales, il y a un secteur aujourd'hui qui connaît une embellie et qui est encouragé justement par le dynamisme que l'État aujourd'hui a mis en place pour faire en sorte qu'on ait beaucoup plus d'investissements dans ce secteur-là. Alors, Monsieur René Kessé, les ménages aujourd'hui sont forcés de s'éloigner d'Abidjan parce que les coûts d'accès au logement sont assez élevés. Pourquoi est-ce que les périphéries dans lesquelles ils s'y rendent deviennent aussi chères qu'à Cocody, par exemple? Je parlais de Songon, de Bingerville, tout ça. Oui, mais c'est la pression locative. Je veux dire, on déplace le problème, on ne le règle pas. D'accord. Voilà. Il y a le loyer à Cocody qui est cher. On se déplace, on va à Bingerville. Donc Bingerville qui était moins cher voit des nouveaux arrivants, mais les loyers vont monter. Voilà. La solution, comme l'a dit monsieur le directeur, c'est de faciliter l'accès au logement, ou bien la construction de logements, construire beaucoup de logements. Voilà. Et je suis heureux pour cette mesure où Bingerville, maintenant, c'est déplafonné, les maisons R+3. On peut maintenant aller en R+4, R+5, R+6. Déjà, ça, c'est bon. Voilà. Pour revenir sur la question des démarcheurs, est-ce que souvent vous, en tant que fédération des consommateurs, vous recevez certaines plaintes? Oui, mais moi je suis étonné quand monsieur le directeur dit que ce problème a été réglé. Je suis tenté de demander combien d'opérateurs, puisque monsieur le directeur dit qu'au début, le téléphone, la ligne verte a crépité assez, et puis après ça s'est estompé. Vous en avez, je veux dire, sanctionné combien les opérateurs véreux de ce genre-là? Est-ce que ce n'est pas parce que les consommateurs sont résignés? Ils se rendent compte qu'il n'y a pas de solution qui n'appellent plus? Parce que nous qui sommes sur le terrain, je vous assure que ça continue. Ça continue, nous avons les plaintes. Ça continue. Il va apporter un éclairage. En fait, c'est des intermédiaires. Nous parlons de ces intermédiaires-là. Ces intermédiaires qui ne sont pas, je veux dire, fixés quelque part. C'est des gens qui mettent des appartements quelque part en bordure de route et puis qui accompagnent les demandeurs.
Et c'est de cela qu'il s'agit. La question, c'est comment réguler tout ça, finalement. Voilà, déjà, première des choses, je pense que ces acteurs, déjà, il faut préciser, ont leur rôle dans le secteur. Oui. Ces acteurs ont leur rôle dans le secteur. Ce qu'il faut, c'est l'encadrement. C'est l'encadrement que nous apportons. Parce que déjà, l'encadrement commence déjà effectivement par une reconnaissance juridique. Aujourd'hui, c'est chose faite, puisque à ces acteurs-là, aujourd'hui, est reconnu le nom de coursier en immobilier. Puisque on connaît leur rôle, on sait qu'ils ont un rôle important auprès des bailleurs, auprès des agences immobilières. Donc ce rôle-là est aujourd'hui juridiquement reconnu. Après, aujourd'hui, nous sommes dans la démarche d'encadrer ces acteurs-là pour justement faire en sorte qu'ils puissent se professionnaliser. Qui est censé payer ces encadreurs? Laissez-moi venir justement à ce point-là. Donc, pour nous, c'est d'abord un point important. Il faut déjà reconnaître l'importance et puis les encadrer pour les professionnaliser. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que, et pour ne pas justement battre en brèche ce que vous disiez tout à l'heure, ce dont je parlais, ce n'était pas le 5e mois comme il est communément appelé. Je parlais beaucoup plus de plafonnement de 2 mois d'avance, 2 mois de loyer, 2 mois de caution. Cette règle aujourd'hui, je pense, à la marge, effectivement, il y a quelques cas encore qui nous sont rapportés, mais on peut dire qu'elle est aujourd'hui globalement sur le territoire respectée. Le cas du 5e mois, c'est un cas effectivement qu'on a commencé à constater et pour lequel on a légiféré justement. Parce qu'on avait commencé à comprendre que ce 5e mois était imputé au locataire. Alors que ce n'est pas au locataire de prendre en charge ce 5e mois. Puisque l'action de l'agence immobilière, qui est l'intermédiaire entre le bailleur et le locataire, est une action qui est au bénéfice des deux parties. D'accord. Voilà, donc il est tout à fait normal que les deux parties puissent contribuer donc, à payer ce loyer. Donc depuis 2024, donc précisément décembre 2024, il y a un décret qui a été pris et qui dispose maintenant que ces frais d'agence sont payés pour moitié par le locataire et pour moitié par le bailleur. Et ces frais-là ne sont exigés que si la conclusion de contrat de bail a bénéficié du concours d'une agence immobilière. D'accord. Cela veut dire que si vous avez vous-même eu un contact direct avec le bailleur, il n'est pas tenu de vous demander un 5e mois. C'est même interdit. Ce 5e mois-là n'a de sens que si vous avez eu recours à une agence immobilière qui a facilité donc, la conclusion du contrat de bail. Et si cela s'est passé via un démarcheur, en ce moment-là, c'est l'agence qui perçoit ce 5e mois, qui rétribue à hauteur jusqu'à 30% donc de la commission, le démarcheur ou le coursier en immobilier qui a contribué donc, justement à faciliter la mise en relation entre l'agence et le bailleur. Et lorsqu'on fait face à une telle situation et que le respect des règles... Il faut nous saisir. Il faut saisir en proposant le 1378 déjà, ça c'est le numéro vert, mais aussi un service des plaintes et réclamations a été ouvert à cet effet, donc pour toutes les plaintes et réclamations concernant un aspect donc, du secteur de l'immobilier, il faut nous saisir et nous allons justement... Alors, monsieur le directeur, c'est bien ce que vous dites, mais finalement, pourquoi est-ce que l'État ne fixe pas un tarif maximum pour ce qui concerne les frais de démarchage? C'est ce que j'ai dit, c'est un tarif maximum. D'accord. Le tarif maximum est fixé à 1 mois de loyer. Ok. Voilà, donc quelle que soit la transaction qui est menée sur un bien immobilier, l'agent ne peut pas demander plus d'1 mois de loyer comme commission. Et c'est bien un plafond. Donc on peut même négocier ce plafond à la baisse, éventuellement. Vous voulez ajouter quelque chose, monsieur? Par les deux parties et non pas par le locataire seul. Okay. Voilà qui est dit. Non, effectivement. Monsieur René Kessy. Oui, je voulais ajouter que, effectivement, comme monsieur le directeur l'a dit, c'est la loi numéro 1115, la loi 2024, numéro 1115 du 19 décembre 2024, effectivement, qui fixe, comme l'a dit, les 1 mois. C'est-à-dire 2 mois de loyer, 2 mois de caution et puis 1 mois d'agence, comme on le dit. 50% à payer par le propriétaire, 50% à payer par le locataire. Ça existe. Donc les démarcheurs ou bien les agences, les coursiers en immobilier, comme on les appelle, ont le droit de réclamer ces 1 mois. Voilà. Parce qu'il y a certaines personnes, certains propriétaires ou bien qui vont penser que ce 5e mois, je veux dire, c'est une arnaque ou bien... Voilà, mais c'est réglementé. Mais c'est une arnaque lorsque ces personnes-là n'ont pas l'agrément. Voilà, ça je suis tout à fait d'accord avec... Parce que tu prends cet argent, est-ce que tu payes les impôts? Non. C'est tout ça. C'est ça, exactement. C'est pour cela qu'il faut avoir recours. Voilà. Il faut avoir recours à une agence immobilière agréée. Je précise, une agence immobilière agréée. Justement. Ce que la loi précise justement, avec la reconnaissance juridique qui est désormais faite donc aux coursiers en immobilier, il leur a fait obligation de ne travailler que sous la coupole d'une agence immobilière agréée. Donc ils ne peuvent pas travailler de rechef. Ils sont obligés
d'être affilié à une agence et tous les actes qu'ils posent sont sous la responsabilité de cette agence-là. Donc l'agence est même, je veux dire, passible de sanctions si jamais ce démarcheur-là a commis une faute, a commis une anarque, etc. C'est à l'agence dont relève ce démarcheur ou ce conseiller en immobilier que le client peut se retourner, même en justice, pour dire il m'a présenté une carte professionnelle qui me disait qu'il relevait de vous. Donc s'il y a un problème, c'est vous qui répondez de lui. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir recours à des professionnels agréés. Vous allez vers une agence et l'agence vous trouve bien. En ce moment, le cadre il est très cohérent par rapport aux textes qui ont été pris. Et en ce moment-là, vous ne souffrirez pas. Alors, est-ce que c'est pas ça l'autre problème dans notre société? Parce que beaucoup d'Ivoiriens ne vont pas forcément vers les agences agréées. Je crois que le test que M. Kessé vient de citer, nous, il n'est pas connu de nous. Hein. Je crois qu'il faut vulgariser ce test parce qu'il y a une confusion. Tout le monde pense que le 5e mois n'est pas normal. Et s'il y a un test qui a réglementé les choses, il faut qu'on vulgarise. Et puis, les intermédiaires aussi, comme M. le directeur du logement vient de le dire là, doivent porter des badges pour pouvoir être identifiables. De sorte que désormais, même si ce n'est pas une agence agréée, celui qui arrive, de par son badge, on puisse savoir qu'il est affilié à une agence. Et ça va faciliter les choses. Et le consommateur, même en donnant ces informations-là, il peut se méfier quand bien même quelqu'un lui présente une maison quelque part. Parce que s'il n'a pas vérifié et puis il s'engage, là, c'est sa responsabilité qui est engagée. Donc, il faut qu'on mette de l'autre. Alors, allez-y très rapidement. Je voulais ajouter quelque chose aussi. Il y a aussi, je veux dire, l'éducation de nous en tant que population. D'accord. Parce que des fois, la population aime les choses rapides. Les choses rapides, les choses qui ne sont pas réglementées. On voit un démarcheur, automatiquement, on se fie à lui. On va avec lui pour visiter les maisons. On ne cherche pas les agences agréées, les agences immobilières agréées. Donc, c'est, je veux dire, une éducation aussi, nous, en tant que population, d'aller systématiquement, automatiquement vers ce qui est agréé. Ça, c'est important. Alors, nous tirons allègrement vers la fin de l'émission. On va faire un dernier tour de table et permettre à M. Dibi Kokora de nous parler du modèle idéal auquel il pense en ce qui concerne le système de loyer équitable en Côte d'Ivoire. Quel pays vous inspire, par exemple? Non, écoutez, déjà, nous, on construit le modèle ivoirien. On construit le modèle ivoirien. C'est vrai qu'on s'inspire justement de plusieurs pays dans le cadre de nos politiques. Mais ce que je veux dire, c'est que notre but, c'est de trouver des solutions durables à cette situation. Parce que nous comprenons justement les populations qui souffrent, nous comprenons les cris de cœur des populations. Et notre rôle, comme je l'ai dit, c'est de trouver un équilibre entre notre rôle d'être aux côtés des populations, mais également de ne pas fragiliser le secteur. Parce qu'autrement, fragiliser le secteur, c'est aussi fragiliser les populations, in fine. Donc, nous avons un rôle assez délicat et qui nous amène parfois à prendre des positions, mais je peux rassurer les populations que nos actions aujourd'hui ont déjà permis quand même de remonter la pente. Et d'amorcer une phase, j'ai envie de dire, ascendante en matière de production de logements. Et je peux vous le garantir, les effets avec la production massive de logements pour les 5-10 prochaines années que nous sommes en train d'amorcer, puisque nous avons aujourd'hui, je veux dire, toutes les conditions réunies, le cadre institutionnel, les conditions techniques, les conditions financières, les investisseurs sont là. Nous avons aujourd'hui des conventions signées avec plus d'une trentaine d'investisseurs pour près de 500 000 logements. Donc vous voyez, toutes les conditions aujourd'hui sont réunies et nous permettront justement, avec les prochaines phases de programme que nous sommes en train d'engager, d'accroître massivement l'offre de logements. Et en ce moment-là, avec la diversification de l'offre, avec l'allocation-vente, l'allocation simple, nous allons permettre à tous les Ivoiriens, quelle que soit leur bourse, et c'est cela le choix du chef de l'État, quelle que soit leur bourse, que ce soit des Ivoiriens au SMIC, en dessous du SMIC, etc., qui puissent avoir accès à un logement, même en location simple, à leur bourse. Et c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire, et je pense que les Ivoiriens peuvent nous faire confiance, dans le sens où nous avons déjà pu réaliser en 10 ans à peu près 42 000 logements. Donc c'est la preuve qu'avec les efforts qui sont en cours, avec l'engagement de l'État, nous serons en mesure de faire beaucoup plus pour les 5 et les 10 prochaines années. Alors, M. Ivaka, le directeur de logement, fait des promesses sur ce plateau. Vous, en tant que représentant des consommateurs de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous attendez, mais de façon très concrète, du gouvernement ivoirien? De façon très concrète, Abidjan est suffisamment
engorgé. Abidjan nous étouffe. Je crois que les mesures qui vont nous aider, qui sont déjà prévues par le gouvernement, nous avons espoir dans ces mesures-là. Il s'agit des infrastructures telles que le transport, de trains urbains, de métro en construction. Ça va permettre aux populations d'habiter par exemple à Yamoussoukro et de venir travailler à Abidjan. Il y a que le transfert des institutions d'Abidjan à Yamoussoukro aussi, ça va désengorger un peu Abidjan. Les populations qui travaillent dans ces institutions-là seront obligées d'habiter les autres villes de l'intérieur pour pouvoir travailler. Et donc, nous pensons que c'est ça les mesures les plus concrètes. Parce qu'à Abidjan, il n'y a plus de foncier. Quand bien même on a l'envie de construire des logements sociaux, comme le frère l'a dit, tout est basé sur une matière première qui vraiment, ça fait défaut à Abidjan, le foncier. Donc je crois que nous pensons aussi que quand l'État fait ses efforts, l'État prend des lois, il faut que ces lois-là soient appliquées concernant les cautions, les avances, l'existence des agences. Il faut que ces agences-là soient véritablement agréées et que soient visibles. Parce que si ces agences sont agréées, que les populations doivent les chercher pour les retrouver, ça aussi c'est un problème. C'est parce que les intermédiaires sont plus proches, sont plus nombreux, plus accessibles, que les consommateurs ne sont pas pressés, mais les consommateurs les voient plus que les agences les plus agréables qui doivent faire ce travail-là. Alors, M. René Kessé, finalement, quel compromis durable faut-il avoir, peut être trouvé entre rentabilité et accessibilité des logements en Côte d'Ivoire? Dans un premier temps, quand on parle d'abord d'immobilier, il faut se dire que c'est un peu sur le long terme. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a la pression locative, mais la population veut maintenant et tout de suite. Donc, comme l'a dit monsieur le directeur, il y a des mesures qui sont prises, il y a des actions qui sont menées, des actions qui sont en cours. Je pense que laissons le temps au temps. D'ici 3 ans, 5 ans, on va voir des résultats. Et pour nous qui sommes dans les mini-cités, voilà, puisque aujourd'hui, moi, je suis en train de me spécialiser dans les mini-cités, on a pratiquement le même problème. C'est-à-dire, lorsqu'on commence une mini-cité, les gens veulent voir ça maintenant et tout de suite. Mais il faut du temps. D'abord pour sécuriser le foncier avec l'avènement des ACD. Après avoir sécurisé le foncier, il faut aller à la recherche du financement, se mettre à construire, sortir. Donc je pense que donnons-nous le temps. Et avec ce qui se passe dans le domaine de l'immobilier, je pense que dans 3 ans, dans 5 ans, les Ivoiriens verront quelque chose. Merci beaucoup à M. René Kessé. M. Dibi Koko, on va terminer très rapidement avec vous en 20 secondes. Rappelez-nous le numéro vert qu'il faut appeler si jamais un citoyen lambda fait face à des situations qui ne sont pas réglementées par le gouvernement ivoirien en termes de logement en Côte d'Ivoire. Alors, le numéro vert du ministère, je pense qu'il est maintenant connu, il y a des populations, c'est le 1378. Donc, pour tous ceux qui souhaitent nous joindre. Et je rappelle également que un service donc en charge donc des réclamations et des plaintes est également à la disposition des populations, donc au 7e étage de la Tour D, au plateau, donc qui peuvent se rendre à ce service également pour porter leurs préoccupations et nous allons ensemble trouver les voies de solution. Merci bien à tous les 3 chers téléspectateurs. Ce soir, nous avons exploré ensemble un sujet qui touche profondément le quotidien des Ivoiriens, à savoir l'accès au logement et la flambée des loyers. L'État, les promoteurs et même les locataires doivent maintenant dialoguer pour construire un marché plus juste et transparent où chacun peut vivre décemment sans se ruiner. À vous téléspectateurs, restez vigilants et faire entendre votre voix. Cette info, le débat, c'est terminé pour ce soir. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous pour de prochains échanges sur les sujets qui font votre quotidien. À demain.